Gérald Darmanin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai une question toute simple. Que proposez-vous pour que les grèves cessent pendant les fêtes, Noël et jour de l'an? C'est pas au gouvernement de proposer quelque chose, c'est pas lui qui appelle à la grève, c'est pas le Premier ministre de la France qui appelle à la grève. Mais le Premier ministre a dit que dans un conflit social, il y a manifestement un conflit social au sujet d'un grand sujet social qu'est les retraites, que son bureau restait très ouvert, que tout était à discuter, qu'il y avait des principes qu'il fallait respecter, et que par ailleurs c'était mieux de ne pas faire de chantage et effectivement de laisser les familles, dans cette trêve particulière qu'est celle des vacances de Noël, pouvoir retourner entre elles, ce qui paraît assez légitime. Donc conflit social, bien sûr, on le voit. Discussion, évidemment. C'est pas le Premier ministre qui appelle à faire grève et que chaque syndicat soit responsable. Oui, mais Gérald Darmanin, d'accord, ce sont les syndicats qui appellent à la grève. C'est pas le gouvernement. Pas tous les syndicats d'ailleurs. Aujourd'hui, non, mais je parle pour Noël. Oui, il y a des syndicats. Aujourd'hui tous. Il y a des Gérald syndicats Darmanin, qui ont expliqué qu'il fallait faire une pause. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez, dans les discussions qui vont s'ouvrir 14h30 demain. On commence des discussions. Le Premier ministre va recevoir les syndicats. Il y aura une grande réunion générale jeudi. Que va proposer le gouvernement? Mais c'est sur la table. Le Premier ministre, la semaine dernière, a fait un discours. Il est allé au journal télévisé le soir même pour le vulgariser, pour dire voilà ce qu'on va faire. On va faire ce qu'a proposé le président de la République et la majorité parlementaire, choisie par le peuple, la retraite par points. On va atteindre l'équilibre financier. Et on va faire ce régime universel qui va permettre de donner plein de nouveaux droits à plein de gens. Et puis demander à travailler un peu plus longtemps à d'autres. C'est vrai. Notamment les régimes spéciaux. Notamment, en partie, ceux qui bloquent les trains ou les métros. Bon. Il a dit c'est à négocier. Puisque le projet de loi... Non mais ça veut dire quoi, c'est à négocier ? Le projet de loi, M. Bourdin, il est déposé au Conseil des ministres en janvier prochain. Et ensuite, il va y avoir quelques mois de débat parlementaire. On n'en est encore qu'au début d'une discussion normale de démocratie sociale, de démocratie parlementaire. Pourquoi bloquer un pays alors qu'on laisse ses portes ouvertes? Moi, j'étais très choqué. Je l'ai dit à M. Martinez sur votre plateau il n'y a pas très longtemps, qu'on continue à bloquer des trains ou on continue à bloquer des métros, alors que la patronne de la RATP, par exemple, dit venons discuter dans l'entreprise de ce qui va se passer, comment on peut aller vers les transitions, comment on peut montrer nos accords et nos désaccords et trouver un compromis. C'est ça la discussion sociale. La CGT n'y va pas. Donc la CGT peut bloquer des métros et pas aller aux réunions avec la chef de l'entreprise pour essayer de sortir de cette crise. Mais je vais revenir. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal de ne pas aller à une réunion? J'ai pas trouvé ça normal ou pas normal, moi, Gérald Darmanin. Je ne trouve pas ça normal. Interroger les Français qui nous écoutent ou qui nous regardent, on est bien d'accord. Mais Gérald Darmanin, négocier. Vous dites, on va négocier. On est prêt à négocier, c'est ce que vous dites. On est prêt à négocier. Un compromis sur quoi? D'abord, sur quel point pourrait-on trouver un compromis? D'abord, il y a plusieurs principes sur lesquels le gouvernement ne reculera évidemment pas. Alors, lesquels? D'abord, on va faire un régime universel de retraite. Là, pas question de discuter. C'est pas la question de pas discuter, c'est le principe même de la réforme. D'accord. La démocratie, ça compte. Quand les gens votent, ça compte. D'accord. On a quand même élu le président de la République pour qu'il réforme. D'accord. On va passer de 42 régimes à un seul régime. C'est-à-dire qu'on va mettre fin aux régimes spéciaux. Si la négociation, c'est qu'il faut qu'on arrête les régimes spéciaux, que la RATP, que la SNCF continue à avoir un régime équilibré par l'impôt des Français, continuera à partir bien plus tôt que tous les Français en retraite, évidemment, on ne va pas être d'accord. Mais je pense qu'il y a une grande partie de l'opinion publique qui n'aimerait pas que l'on recule là-dessus. Alors, sur quel point vous pourriez négocier? D'abord, disons les principes de la réforme. 1, on va faire un régime universel de retraite. 2, on veut qu'il y ait des transitions. Et le Premier ministre a annoncé, il a déjà fait beaucoup d'écoutes. On est passé de la génération 1963 à la génération en 1975. Un peu plus de 10 ans, si j'ose dire, de négociations qu'il y a eu avec une grande partie des syndicats. 3, on veut que cette réforme soit équilibrée financièrement. Il y a une proposition du Premier ministre. Il faut travailler plus longtemps. Le fameux âge pivot. L'âge à taux plein, 64 ans. Mais il a dit, si les partenaires sociaux se mettent d'accord sur un équilibre financier différent, je les écouterai et je les entendrai. Quel peut être cet équilibre financier différent? D'abord, vous avez plusieurs façons d'équilibrer le système des retraites. Soit vous baissez les pensions, mais je crois qu'aucun syndicat ne le propose. Soit vous augmentez les cotisations. J'ai entendu le patron de la CDT Cheminot à l'instant, il a dit ça. Il a dit, moi, je pense qu'il faut augmenter. Vous êtes prêt à accepter une augmentation des cotisations? C'est pas notre proposition, parce que l'augmentation des cotisations... C'est pas votre proposition, ça j'ai bien compris, mais est-ce que vous seriez prêt à l'accepter dans la négociation? Vous voyez, M. Bourdin, c'est une question intéressante, comme on ne peut pas répondre par oui ou par non tout de suite comme ça. Regardez
Regardez, mais vous êtes prêt à en discuter? On est prêt à discuter de tout par définition du moment que le régime doit être équilibré. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'en quelques jours, on est passé à il y a un trou financier, mais c'est pas grave, à désormais oui, l'équilibre financier, c'est important. Pourquoi c'est important? Parce que demain et après-demain, on laissera à nos enfants le soin de payer notre retraite et notre dette. C'est irresponsable. Le problème d'augmenter les cotisations. Si on augmente les cotisations patronales, d'abord, le patronat ne sera pas d'accord. Et ce qu'a dit le Premier ministre, c'est bien qu'il fallait que les partenaires sociaux, y compris le patronat, soient d'accord. Aujourd'hui, il y a des partenaires sociaux qui ne sont pas d'accord. Non, mais j'entends bien. Mais oui. Aujourd'hui... Est-ce qu'il faut fâcher les syndicats de salariés ou est-ce que vous fâchez le patronat? C'est pas comme ça qu'on ne fait pas en opposition. Comme ça. Si, Gérald Darmanin, c'est comme ça. Le patronat et les salariés peuvent se mettre d'accord ensemble. Ils le font plein de fois. On prend un peu de temps pour ça. Quand ils gèrent l'Agirc-Arrco, une caisse de retraite particulière, ils prennent ensemble, et faut la CFDT, le patronat, des mesures ensemble d'équilibre financier. Donc ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que nous, on a une proposition pour arriver à l'équilibre financier. C'est de travailler un peu plus longtemps. Voilà. Ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas baisser les pensions. Est-ce qu'il faut augmenter les cotisations? Nous ne sommes pas favorables à ça. Une augmentation de cotisations, c'est moins de pouvoir d'achat pour les salariés ou plus de charges pour les patrons, ça tuerait l'économie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent, de plus intelligent que ce que nous constatons là en quelques secondes? Sans doute. C'est pour ça que le travail, la concertation, la discussion... Vous avez une idée? Mais des idées, tout le monde en a plein. J'imagine il faut les expertiser, les travailler. C'est pour ça que le Premier ministre a sa porte ouverte, que les gens vont continuer à discuter. Alors j'ai une idée. C'est pas. Et ça, elle vient pas de moi. Ça, c'est un point intéressant. Puisque vous parlez d'idées. J'ai une idée, mais elle vient pas de moi. Elle vient de députés de La République En Marche qui dit et qui vous disent ces députés. Ils sont une trentaine, une quarantaine. Qui vous disent quoi? Qui vous disent en février, votons la partie systémique, la retraite à points, la fin des régimes spéciaux et sur l'âge pivot, sur la pénibilité, sur l'équilibre budgétaire, grande concertation au printemps avec les partenaires sociaux, le gouvernement et les parlementaires. C'est une bonne idée ou pas? Non, je pense pas. Mon avis est différent. Vous dites non. Pourquoi? Parce qu'on vous dites non. Mais mon avis est différent. Moi, je suis pas président de la République et Premier ministre. Mais vous donnez mon avis, je vous le donne. Alors allez-y. Mon avis est différent. Si on fait les choses en deux fois... vous avez le risque de faire deux réformes des retraites dans le même quinquennat. Qui peut penser un seul instant que dans un an, nous disions aux Français, on a fait une grande réforme qui va tout régler, mais vous savez quoi, on oublie de vous dire, il fallait qu'on l'équilibre financièrement. Je pense que la marque de ce gouvernement et la marque du président de la République, c'est le changement, mais avec la responsabilité. On me dit souvent, est-ce que c'est une réforme de gauche? Est-ce que c'est une réforme de droite? Je dirais que c'est une réforme de gauche avec la responsabilité ou de droite avec le social. Donc je crois que ce qui est consubstantiel dans ce que fait le président de la République, c'est d'être responsable. On ne peut pas dire à nos enfants et à nos petits-enfants, on vous laisse financer nos retraites, et par ailleurs la dette qu'on n'aura pas été capable de régler parce qu'on n'a pas eu le courage de dire la vérité aux gens. Mais moi, je vois très franchement que, notamment la CFDT, dit des choses pas très éloignées de ce que dit le gouvernement. Tout le monde est d'accord. La CFDT dit non à l'âge pivot de 64 ans. Ce matin, j'ai encore lu M. Berger dans un grand journal. Il a expliqué que l'équilibre financier, c'était pas un gros mot et qu'il fallait l'obtenir. Pour l'instant, on n'est pas d'accord sur la façon d'obtenir. On n'est pas d'accord pour le chemin à prendre pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Mais on est tous d'accord sur le même but. En tout cas, les gens, on pourrait dire raisonnables et responsables. Je pense que des gens aussi intelligents que Laurent Berger et Édouard Philippe peuvent se mettre autour d'une table et trouver un chemin de compromis. Le compromis d'une démocratie, c'est pas que l'un a gagné contre l'autre, c'est que les générations futures aient gagné. Est-ce que le niveau de mobilisation aujourd'hui sera décisif? On regarde toujours, bien sûr, les mobilisations. Non mais on regarde toujours les mobilisations. Oui. On regarde toujours les jours de grève. On regarde toujours tous ces Français qui sont bloqués. Imaginons qu'il y ait plus de monde que le 5 décembre. Mais est-ce que ça changera quelque chose? Ce qui compte dans une démocratie, c'est quand les gens votent. Et ils le votent aussi avec des représentants du Parlement qui auront à discuter d'une réforme qui n'est même pas déposée pour l'instant sur le bureau des chambres. Ce qui compte dans une démocratie sociale, c'est aussi qu'il y ait des mobilisations sociales. Elles se regardent, mais elles ne sont pas les seules décisives. Moi, je pense aussi à tous ceux qui ne font pas grève. Tous ceux qui... regardez ce chauffeur de tram. Vous l'avez tous vu, cette vidéo. Oui. Ce monsieur, il est peut-être minoritaire d'ailleurs au sein de la RATP. Peut-être, c'est vrai. Mais il a choisi de se lever le matin, d'aller travailler, de conduire des gens au travail. Il se fait insulter. Il se fait brocarder. Même menacer. Est-ce que c'est ça l'idée qu'on a du blocage et de la grève en France? Bien sûr que non. Donc moi je pense qu'il faut respecter les manifestations. Moi je regarderai le nombre de personnes qu'il y a dans la rue, bien évidemment, et je les respecte. Je respecte le droit de manifester. Je respecte les gens qui disent je ne vais pas travailler. Ils ne sont pas payés, mais ils ne vont pas travailler.
j'ai beaucoup plus de mal à comprendre comment on peut bloquer des sorties de bus. Il y a une solution. Comment on peut bloquer des trams. Comment on peut insulter des gens qui vont travailler. Instaurer un service minimum, un vrai service minimum dans les transports publics, aux heures de pointe. Mais, pardon de le dire, mais le service minimum, il fonctionne. Ce chauffeur de tram, il roule. Non. Simplement, il a été empêché de le faire. Mais moi, je ne suis pas pour qu'on restreigne le droit. Ça existe dans tous les pays d'Europe. Mais il existe. Pourquoi est-ce qu'en France, ça n'existe pas? Mais il y a un service minimum en France. Non, un faux service minimum. Monsieur Bourdin. On se déclare 48 heures avant. Mais Monsieur Bourdin, vous n'allez pas me dire que le service minimum en France est le même qu'ailleurs en Europe, quand même. Bon, il y a plein de choses très différentes en Europe, y compris le système des retraites. Est-ce qu'on ne réquisitionne pas en période de grève dans les transports publics un certain nombre de conducteurs, par exemple? Pourquoi? Je vais vous dire, je suis pas dans la provocation au moment où les gens sont dans un conflit social. Pas d'être en provocation. Il s'agit de répondre. J'ai entendu une partie de mes anciens amis LR qui se disaient gaullistes sociaux et qui aujourd'hui veulent, comme vous, réquisitionner. Je veux pas. Moi, je vous pose la question. Je crois que les gens sont adultes. Il y a des gens qui peuvent et qui savent ce qu'ils font lorsqu'ils manifestent, qui peuvent et savent ce qu'ils font quand ils font grève. Ils sont pas payés quand ils font grève. Voilà. Et la limite du droit de grève, c'est il y a le devoir de blocage. Il n'y a pas de devoir de blocage en France. Mais je ne suis pas qu'on restreigne la manifestation ou la grève. Il y a des grèves, les Français le voient, les Français sont pris à partie. L'opinion est prise à partie par ce que fait le gouvernement et ce que font les syndicats, et ils jugent ou ils jugeront. Moi, ce que je souhaite, c'est que, évidemment, le plus tôt possible, les choses reviennent normales. Qu'on ait à la fois sauvé le système des retraites, pour nous et pour nos enfants, et en même temps que chacun reprenne le travail. Bien évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Ça passe par une discussion sociale. Il faut que chacun, désormais, vienne discuter avec Monsieur le Premier ministre et trouve un compromis. Alors, la démission de Jean-Paul Delevoye, c'était le seul moyen de préserver la réforme des retraites. Il fallait cette démission, franchement. Écoutez, c'est le choix de Jean-Paul Delevoye, il s'en est expliqué. Moi, je vais vous dire, j'aime pas les chasses aux loups. Voilà, donc j'entends aujourd'hui d'ailleurs des gens qui disent qu'il aurait dû démissionner depuis longtemps. Moi je connais bien Jean-Paul Delevoye, c'est un honnête homme, il est de ma région, je le connais depuis longtemps, et je peux vous dire que ce qui se passe là est quand même très démonstrateur d'une forme de mépris aussi, sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à des gens qui donnent du temps pour l'intérêt général. Il a son âge, Jean-Paul Delevoye. Il aurait pu rester tranquillement chez lui plutôt que de s'intéresser à un dossier très compliqué où il n'y avait que des coups à prendre. D'ailleurs, il a pris des coups. Ben moi, je vais avoir une pensée pour lui ce matin. Il va manquer au gouvernement. Il faut qu'il assume les coups, pardon. Non, mais il l'a assumé lui-même. Je veux bien. On va pas le plaindre, Gérald Darmanin. Les coups, il a assumé, il est devenu haut commissaire, il a accepté. Quand on accepte, on assume. Non, mais attendez, il a démissionné lui-même. Il a quand même caché. Mais monsieur oui Bourdin, ou non? Mais monsieur Bourdin, on va pas taper par terre un type qui est allongé. Non. Hein, quand il a un peu de sang par terre, là, vous continuez à mettre un coup de savate pour voir. Non. Moi, je respecte sa famille, son nom. Il a beaucoup servi la République. Il aurait pu rester chez lui tranquillement, regarder la télévision et voir comment le président Macron se débrouillait. Il a choisi de retirer un peu ses manches pour travailler. Il a pris des coups. Il a peut-être fait quelques bêtises, il l'a dit lui-même. Qui n'en fait pas. En l'occurrence, je pense pas qu'il y ait eu mort d'homme dans ce qu'a fait Jean-Paul Delevoye. Il a choisi de démissionner. Moi, je respecte très fortement la personnalité de Jean-Paul Delevoye. Et je pense qu'il va manquer aux partenaires sociaux et au gouvernement parce que c'est un homme de grande qualité. Qui va le remplacer, vous? Non, c'est le président de la République et le Premier ministre qui décide. Mais vous accepteriez? C'est le président de la République et le Premier ministre qui décide. Est-ce que vous accepteriez? Mais d'abord, vous n'êtes pas le président de la République. Non. Bon, donc. Non, mais si le président de la République vous le propose, vous accepteriez ou pas? Avec des si, on met Tourcoing en bouteille. Non, mais... Moi, je vais vous dire quelque chose. Envie de mettre Tourcoing en bouteille. Bon. J'ai envie d'une réponse. Ce qui n'est pas pareil. Monsieur Bourdin. Oui. Je vais vous donner un scoop. Ni le président de la République, ni le Premier ministre, je les ai tous deux vus hier, ne m'en ont parlé. Bon. Donc, je tire la conclusion que comme ils ne m'ont pas posé de questions, je n'y réponds pas. Bon, d'accord. Voilà. Donc, et de toute façon, il y a beaucoup de travail. Non, mais il y a beaucoup de. Mais aussi, attendez, je suis ministre des Comptes publics, c'est magnifique. Je termine le budget avec les parlementaires aujourd'hui. Oui. On a beaucoup de travail et je me sens pas du tout dans l'ennui. Oui. Alors, pendant ce temps-là, le CAC 40 est au-dessus des 6000 points. Il a augmenté de 26% depuis le début de l'année. C'est un record depuis 2007. Il faut s'en réjouir. Il faut se réjouir que l'économie française aille bien. Je préfère que le CAC 40 va bien. Elle pourrait aller mieux encore, mais elle va pas mal. Elle va pas mal. Je pense qu'il faut plus de redistribution. C'est pour ça que on force un peu le patronat à la redistribution. On l'a fait notamment avec des heures défiscalisées, la prime, mais aussi l'intéressement, la participation. Moi, je crois que l'un des grands débats
des prochaines années, c'est comment on répartit mieux la valeur entre le capital et le travail. Peut-être qu'il y a un peu trop d'argent qui va au capital. Donc ce qu'a fait le président de la République, qui était très courageux, de baisser les impôts, notamment sur le capital, ça aide, on le voit bien, l'économie française, elle va mieux qu'ailleurs. Le chômage baisse, la croissance est bonne, les recettes fiscales sont plus hautes que prévues, on peut financer notre système de redistribution, mais demain il y a un système qu'on pourrait appeler gaulliste, je l'appelle comme ça, d'autres diront rocardien, et finalement c'est à peu près la même chose, de mieux répartir pour les ouvriers, les salariés, les fruits du bénéfice. Pourquoi ne pas imposer dans les entreprises, rendre obligatoire un plan d'épargne retraite entreprise? Ça serait pas mal, ça, non? Ben, si on dit ça, on va vers la capitalisation. Eh oui. Donc ça, vous ne voulez pas. Nous avons fait le choix de garder le système de solidarité entre générations. Bien. Gérald Darmanin, le budget. Oui. Deuxième lecture. Il va être voté aujourd'hui. Alors, il va être voté aujourd'hui. Moi, j'ai 2-3 précisions à vous demander à propos de ce budget. Le malus auto pourra atteindre 20 000 euros, j'ai vu. Je crois que dans la nuit, le ministre de l'économie et des finances a discuté de ça avec les parlementaires. 20 000 euros. Est-ce que le loto du patrimoine sera taxé? Comme tous les lotos, comme l'année dernière. Il sera taxé. Il sera taxé puisque où vont ces taxes? Ils vont à la sécurité sociale. Ils payent les médicaments des gens qui ont des difficultés. Ils vont au sport. Le loto paye le sport aussi. Donc moi, je ne fais pas de concurrence entre le patrimoine, le médicament ou la sécurité sociale et le sport. En revanche, comme l'année dernière, Franck Riester m'a demandé, et j'ai dit oui, que nous débloquions le montant des taxes. Équivalent. Même plus. Puisque c'est 15 millions de taxes, 21 millions de déblocage de crédit. Donc Franck Riester m'a demandé ça, parce que je pense qu'effectivement... Et vous avez accepté? On l'a accepté. C'est pour ça qu'il faut évidemment raison garder lorsqu'on commente un certain nombre de chiffres. L'article 57 du budget qui instaure la traque de la fraude fiscale sur les réseaux sociaux et les sites de commerce en ligne est très discuté. Très discuté. Faut-il s'inquiéter? Il faut que les fraudeurs s'inquiètent. Oui, mais les fraudeurs, d'accord. Mais enfin, nous qui ne sommes pas fraudeurs. Il faut que les fraudeurs s'inquiètent. De quoi s'agit-il? Il s'agit de permettre, pour une expérimentation, au fisc français de pouvoir sanctionner les gens qui, par exemple, sur Facebook, vendent du tabac. C'est totalement illégal. Les buralistes, ils font un métier très difficile. Pourquoi les buralistes auraient une concurrence totalement déloyale de gens qui, sur Internet, vendraient, en les envoyant par colis, du tabac? C'est illégal, ça doit être sanctionné. Les buralistes ne comprennent pas l'inaction des services publics. Faut-il accepter, M. Bourdin, que des gens qui se déclarent fiscalement domiciliés dans un autre pays que la France, qui profitent des services publics français, des grands contribuables, qui utilisent l'argent moins cher ailleurs, qui utilisent l'hôpital français, dont les enfants sont scolarisés en France, qui disent moi j'habite en fait aux États-Unis, j'habite en fait dans le sud de l'Europe, et on n'aurait pas les moyens de pouvoir prouver qu'ils ont bien effectivement passé les 6-7 mois qu'il faut, qu'ils payent leurs impôts en France, que les grands contribuables, ils arrêtent d'optimiser fiscalement. Là, je suis très content que le fisc français, demain, il ait les moyens, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, comme dans le sud de l'Europe, de pouvoir effectivement condamner les fraudeurs. Il faut que la voiture du gendarme aille aussi vite, au moins aussi vite que la voiture du voleur. Parce que si le gendarme est dans une 2 chevaux, avec du papier imprimé dans une petite, avec un petit ordinateur, vous savez, l'Amstrad CPC là qu'on avait il y a 30 ans, et puis que les voleurs vont dans des Porsche cabriolets et qui roulent très vite, le gendarme, il risque pas d'attraper le voleur. Et après, on dira, vous faites rien contre la fraude fiscale. Il y a une voiture qui n'avance pas, c'est celle de la dépendance, et celle du financement du dernier âge. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. Eh ben. Quand la réforme? Ce n'est pas vrai. Quand le projet? Alors peut-être que les retraites prennent beaucoup de temps pour tout le monde. Ça devait être présenté en décembre. C'est urgent comme mesure, vous le savez bien. Mais justement, le texte financier du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est-à-dire le deuxième texte du budget, le prévoit déjà. On a déjà prévu là une première marche de 200 millions d'euros. Alors, il faut bien sûr plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Ça pose la question de savoir comment on le finance. Mais le projet de loi devait être présenté là. Le sera présenté quand? Si on présentait le projet de loi maintenant, vous nous diriez, vous nous changez l'ordre du jour parce que vous ne voulez plus parler des retraites. Madame Buzyn y travaille beaucoup. Je participe à beaucoup de réunions d'Agnès Buzyn. Et dans les quelques semaines, dans les quelques mois qui arrivent, en tout cas bien évidemment... Avant l'été? Il me semble, avant l'été. Encore une fois, je ne suis pas ministre de la Santé et des Solidarités. Je peux vous dire qu'elle y a beaucoup travaillé et qu'on y a beaucoup contribué. J'ai une dernière question pour tous les épargnants. Le taux du livret A va passer à 0,50 ? Le gouverneur de la Banque de France fait des propositions en janvier au ministre de l'économie. Oui. Donc on va attendre janvier. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Voilà, donc on va attendre janvier. Merci Gérald Darmanin. Il est 8h53. Vous êtes sur RMC BFM TV.